Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Mon nom est Vincent Pierre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann. Salut. Et comme on fait l'analyse des changements de camp point de la Grande Alliance Order et qu'il y a beaucoup de factions dans la Grande Alliance, on a été chercher de l'aide. On a été voir Alex qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, un peu comme pour les autres analyses qu'on a faites, on va commencer. Je vais lire les changements de camp point. On va prendre faction par faction. Puis, tour à tour, on va commenter, dépendamment qui est le plus à l'aise avec cette faction-là. On va commencer avec Cities of Sigmar. Il y a eu quand même quelques changements. Alors, les Iron Breakers sont passés de 130 à 110 points l'unité. Les Birds sont passés de 110 à 100. Le Steam Tank de 200 à 180. Les Battle Mage, eux, ont pris une petite hausse de 90 à 110. Le Warden King de 110 à 100. Le Steam Tank with Commander de 250 à 230. Puis la Blackguard de 140 à 130. Donc, un peu ce qu'on a vu dans la majorité des autres factions des Grandes Alliances, beaucoup de baisses de coups en point, quelques hausses, ici une seule. Alex, toi, je sais que tu as un amour pour les anciens nains de Fantasy, tu as encore ton armée, donc qu'est-ce que tu penses de ces changements-là dans City of Sigmar? Ben, c'est quand même des changements pour un joueur, si on parle dans le méthode compétitif. En fait, je pense que CD s'en tire assez bien, parce que dans la liste des unités ici, il n'y a pas tant d'unités qui étaient très, très jouées. Je parle entre autres au Phoenix Guard, tout ce qui est en fait avec Phoenix. Il n'y a rien qui a augmenté en points là-dedans, ce qui est vraiment un gros plus pour Cities. C'est sûr qu'en tant qu'un joueur, un ancien joueur Dwarf à Fantasy Battle, c'est sûr que j'ai gardé cette tradition de jouer juste des nains. Je suis très content parce que c'est quand même des baisses significatives pour les Iron Breakers, entre autres les Longbeards, qui est non négligeable. Mais je pense que Cities, en général, s'en tire très bien. Il y a les Scourge Runner Chariots qui ont augmenté aussi en points. C'est une bonne unité, en fait, parce que c'est mobile. Tu peux faire des petites unités, ça tire, ça a un potentiel de faire des Mortal Wounds aussi. Donc, ça, c'était une hausse, je pense, qui était intéressante. Mais sinon, il y a beaucoup de changements qui sont anecdotiques, qui ne viendront pas bouleverser, changer les listes en tant que telles. Les Blackguard, Executioners, ce pas des unités qui étaient nécessairement super jouées. Puis une baisse de 10 points pour 10, ben, c'est pas quelque chose qui est ultra significatif. Ce qu'il faut noter, en fait, parce que personnellement, là, tu parlais entre autres de la hausse du Battle Mage, 90 à 110. Ce que je trouve un peu intéressant, c'est qu'on a voulu clairement aller chercher des listes de Hallowheart, donc la liste qui est très, très Magic Heavy de Cities of Sigmar, mais on n'a pas touché non plus aux autres mages, parce que c'est pas juste les Battle Mages qui font partie de cette liste-là, puis on va le voir plus tard, entre autres, les magiciens aussi Stormcast qui ont eu une baisse assez significative et qui sont souvent inclus dans les listes Cities of Sigmar. Donc, quelque part, je pense pas que les listes Hallowheart qu'on voulait peut-être punir un petit peu de par le nombre très, très élevé de magiciens. Je pense qu'en fait, j'appelais ça un petit peu là, les changements de points croisés, là, des choses qui ne sont pas sur ta liste en tant que telle, mais auxquelles tu as accès. C'est un autre changement croisé qu'on pourrait parler avec Cities, c'est le Soul Scream Bridge qui a augmenté de 20 points, mais qui n'est pas dans l'armée Cities of Sigmar, mais qui est un sort persistant qui était très, très souvent vu dans ces listes-là. Donc, essentiellement, je pense que Cities s'en tire bien. Je pense que c'est une liste qui, dans le méta, est très, très présente. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de variétés, beaucoup de possibilités. Et je pense pas qu'avec les changements qui sont là, on vient vraiment d'enlever certains éléments les plus compétitifs. Je pense qu'on vient rendre certaines unités peut-être moins vues, un peu plus alléchantes, mais je pense pas que ça va venir bouleverser le méta en tant que tel. Non, je pense que... Vas-y, Yann. Dirais-tu, Alex, que le changement de règles concernant le nombre de sorts persistants, donc la limite de 3, c'est ce qui va le plus avoir un impact sur la liste Hallowheart? Peut-être, écoute, c'est une très belle observation. Personnellement, j'ai rarement vu, je pense que 3, puis là, je ne veux pas non plus m'avancer, mais je pense que dans les tournois que j'ai vus, dans lesquels j'ai participé ou dans lesquels j'ai été l'organisateur, j'ai rarement vu de liste, peu importe la faction, qui dépassait le nombre de 3 sorts persistants, même avant le General's Handbook 2020. C'est sûr que les Cities, de par leurs règles d'allégeance, qu'ils bénéficient toujours de l'effet maximal d'un sort selon le royaume dans lequel la bataille se passe, c'est sûr que c'est très, très alléchant d'avoir des sorts persistants. Fait que oui, peut-être effectivement que certaines listes vont être pénalisées par cette nouvelle règle-là.
Mais tu sais, 3 sorts persistants, c'est quand même beaucoup, je pense. C'est beaucoup de points. Et c'est beaucoup aussi de ressources qui doivent être mises pour en tirer à maximum, je dirais, de ces sorts persistants-là. Ton impression que tu as sur les cities, dans le fond, je pense que ça rejoint un peu l'impression que j'ai eue en voyant les coups en point. Ils n'ont pas tant voulu modifier la place de la faction dans le méta, mais essayer juste de rebalancer un peu certaines unités. Je pense aux Great Sword dont j'ai pas parlé, qui sont passés de 160 à 140. Ben, c'était pas joué parce que les Phoenix Guard étaient tellement meilleurs, avaient un coût comparable. Ben là, à 140, ceux qui, comme moi, j'étais un joueur d'Empire à l'époque, ont les joueurs d'épée. Ben là, tu te dis, OK, ben là, ça devient un choix qui peut être alléchant, comme tu as mentionné. Fait que je pense qu'ils ont essayé d'aller chercher plus une cohérence interne que d'essayer de modifier la place des cities dans le méta. Ouais, mais tu sais, justement, tu parles des Phoenix Guard, j'ai mentionné aussi tantôt, je pense que ça va rester quand même. Ils ont été aucunement touchés par le General's Handbook. Donc, c'est sûr que ça reste une unité qui va être très, très présente dans les listes Cities of Sigmar, tout comme les Phoenix, en fait, Frostheart puis Flamespire. Puis même aussi, je pense, au niveau des nains, tout ce qui est... voyons, j'ai un blanc, juste parce que je veux... les Iron Drakes, donc les Iron Drakes aussi, qui est une unité qui est très, très utilisée par les joueurs Cities of Sigmar, qui s'en tirent bien aussi. Donc, je pense pas, oui, je comprends ce que tu veux dire par, ben là, soudainement, les Great Swords sont rendus peut-être moins chers, plus alléchants, mais est-ce que ça va être assez pour supplanter les choix déjà établis? Moi, je le vois pas personnellement. Et comme on va le voir plus tard, avec le fait justement que tu peux aisément inclure des unités Stormcast dans ta liste, quand on parle de changement de points croisés, là, ben, Cities bénéficie des baisses de points des Stormcast aussi, surtout au niveau des héros, mais aussi des unités. Donc, je pense pas que ça va venir bouleverser. Je pense que Cities s'en sort très, très bien, en fait, par l'update. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ça va bouleverser les listes, mais au moins la personne qui n'a pas la liste maximale, la liste la plus optimale, puis qui a des joueurs d'épée ou quoi que ce soit, ben, sa liste va être un peu meilleure. Ça va se rapprocher un peu des listes plus compétitives. Mais je pense aussi qu'on va continuer à avoir pas mal le même package d'unités qu'on voit à l'heure actuelle dans les listes de tournois. Absolument. On l'a vu pour plusieurs changements. Games Workshop a tenté d'améliorer un peu la balance interne des différentes factions. Ben, disons que ces changements-là vont dans cette direction-là. Alors, si ça fait le tour pour Cities, on pourrait passer au Daughter of Cain. Et ça, Yann, je sais que tu es un joueur de Daughter of Cain, je les ai affrontés. Alors, il y a eu quelques petits changements ici. La Hag Queen est passée de 90 à 100 points. La Hag Queen sur Cauldron est passée de 300 à 290. Le Shrine, le Blood Rack Shrine est passé de 220 à 210. Et les Doomfire Warlocks sont passés de 160 à 140. Qu'est-ce que tu penses de ces changements-là, Yann? Oui, ben c'est des changements extrêmement mineurs qui ne vont pas avoir d'impact important sur les versions compétitives des Daughters of Cain. La Queen augmente de 10 points. Écoute, c'est le meilleur héros. Ben, en tout cas, c'est un excellent héros. La Queen, c'est une prêtresse qui lance 2 prières par tour, mais surtout, elle a la Witch Brew qui permet d'immuniser l'unité au Battle Shock et de lui permettre de relancer ses jets de blessure. Donc, c'est extrêmement bon. C'est une seule habilité, puis il y a pas, le rayon d'action est court, mais il n'y a pas de jet à faire ni rien, c'est automatique, c'est un buff automatique. Donc, elle est jouée systématiquement dans toutes les listes d'Authors of Cain. Elle va continuer à l'être à 100 points. Elle vaut assurément ses 100 points. La Hag Queen sur le Cauldron of Blood n'était pas jouée parce qu'on va toujours préférer la Slaughter Queen sur Cauldron of Blood et on va continuer à préférer la Slaughter Queen sur Cauldron of Blood. Le Blood Rack Shrine, c'est le chaudron, mais version avec la méduse dessus. Lui aussi est très rarement joué. Là. On va le voir jouer seulement dans des listes un peu plus casuelles, notamment dans un bataillon avec des musailles et tout ça. Mais, donc, la base de points est bienvenue, en fait. On ne le voyait pas dans les listes. Et les Doomfire Warlocks, c'est une unité un peu intrigante qui était clairement trop chère. En fait, c'est la petite unité de cavalerie qui sont les seuls mâles, les seuls spécimens mâles dans l'armée. Et ils ont la caractéristique, en plus d'être très mobiles, une petite cavalerie légère très mobile, c'est qu'ils sont des wizards et quand ils sont 10, ils ont plus un to cast comme wizard. Puis leur sort est quand même vraiment très bon. Quand ils sont 10, leur sort fait 6 mortal wounds. Donc pas de D6, mais vraiment un flat 6. Donc, ça devient une très bonne unité de chasse des petits héros isolés. Par contre, dans les Daughters of Cain, il y a une autre excellente unité de chasse qui sont les Kinerai. Donc, on voit très peu les Doomfire Warlocks jouer.
parce qu'eux, ils ne volent pas, donc ils sont facilement bloqués par des petits cordons, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'à 140 points, on va les voir davantage jouer dans les listes compétitives? Ça m'étonnerait, mais 140 points, ça permet de les mettre dans des listes casuelles compétitives, disons, les essayer, puis voir ce que ça donne. Je vais certainement. Donc, c'est des changements qui visent à rétablir la balance interne de l'armée, mais je ne pense pas que ça va changer leur place dans le méta du tout. Non, puis je pense à la base que Daughters était quand même relativement bien positionné dans le méta, c'est-à-dire que ce n'était pas une armée qui était nécessairement qui gagne tous les événements, mais ce n'est pas une armée non plus qui est facile à battre en tant que telle. Je pense que c'est une liste qui est solide, qui peut très bien faire, mais qui n'est pas auto-win, qui n'est pas. Donc, je pense que c'est un signe en fait que l'armée est quand même relativement bien balancée à l'interne et à l'externe aussi, dans le méta actuel aussi. Tout à fait. Elle a déjà été une armée de tiers 1 qui gagnait la plupart des tournois. C'est plus le cas à cause des nouvelles factions qui sont arrivées, les nouveaux Battletoads, à cause aussi de petits nerfs. Là. La Hag Queen était 60 points au départ. Elle passait à 90, là, elle est passée à 100. Mais non, la place dans le méta ne changera pas. Comme tu dis, c'est une bonne armée qui est compétitive. Elle a des bons match-ups, des moins bons match-ups, mais on peut assurément avoir beaucoup de plaisir avec cette armée-là. Puis elle n'est pas si facile à maîtriser que ça. Il y a beaucoup de rayons d'action pour avoir ses buffs et tout ça. Donc, voilà. Exact. Alors, on va passer à la prochaine faction, qui, elle, est une faction qui, à l'heure actuelle, domine le méta, là, qui est dans le haut du méta. Les Fire Slayer, qui ont eu des petites baisses de coups en point pour, dans le fond, tous les héros sur Magmadroth ont eu une baisse de 10 points. Et le bataillon Lord of the Lodge est passé de 140 à 150, une petite hausse de 10 points. Je sais, Alex, que tu as déjà joué les Fire Slayer. Qu'est-ce que tu penses de ces changements-là? Ben, écoute, je pense que c'est extrêmement mineur parce qu'effectivement, les Magmadroth, c'est pas nécessairement les modèles les plus compétitifs. Donc, on voit les 3 versions du Magmadroth là, qui ont subi une baisse de points de 10 points chacun. Je pense pas que ça va les rendre davantage joués. Je pense que les joueurs qui allaient davantage vers les Magmadroth, c'était des joueurs avec des listes peut-être plus thématiques, en fait. Les noms, là, je pense que c'est l'Ofnir, si je ne me trompe pas, la loge, en fait, là, qui axe beaucoup de leurs règles sur les Magmadroth, peut faire des listes vraiment intéressantes avec un nombre important de Magmadroth. Mais sinon, je pense que c'est très, très mineur comme changement. Le fait que le bataillon Lords of the Lodge augmente en points, puis je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard là, sur le fait comment on peut quantifier les points des différents bataillons. Une hausse de 10 points, oui, Lords of the Lodge, c'est probablement le meilleur bataillon de l'armée. Est-ce que maintenant, à 150 points, un joueur va se dire « Oh mon Dieu, ça y est, c'est beaucoup trop cher ». Absolument pas. Je pense qu'il va continuer à le jouer parce que c'est un bataillon qui permet d'avoir plusieurs héros dans une seule pause, qui permet d'avoir aussi une unité que tout le monde veut mettre, soit les Earthguard Berserker, et surtout que la règle est vraiment, vraiment intimidante. Avoir une unité de 20 Earthguard Berserker qui peut attaquer Pylin 2 fois dans une même phase de combat, c'est absolument horrible. Donc, tu sais, ça reste, à mon sens, un auto-include. Je pense pas que... Je regarde les listes compétitives là, viennent d'augmenter de 10 points. Donc, je pense que c'est pas mal le statu quo. Puis en fait, c'est quasiment... Si j'étais encore un joueur Fire Slayer, je pense que je serais content parce qu'en fait, j'aurais peut-être pu m'attendre à ce que certains héros montent en coût, que même certaines unités comme les Earthguard Berserker montent également en coût. Eux qui ont déjà été réajustés à plusieurs reprises là, dans différentes versions du handbook. Mais je pense que grosso modo, les Fire Slayers, comme tu l'as mentionné, là, c'est une armée qui est encore qui est présente dans le méta, qui est un match-up qui est très difficile pour beaucoup de listes. Et ça va continuer encore de l'être. La seule chose, je pense, si je me fie à ce que je vois, à ce que j'entends là, des gens autour de moi, les Fire Slayers, c'est une liste qui est très, très forte, mais le range est tellement limité en frais de type de figurines et la qualité des figurines leur est souvent reprochée. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est moins joué un peu, mais compétitivement parlant, je pense que c'est une armée qui peut très bien s'en sortir, puis il n'y a aucune chance que ça change avec la mise à jour de 2020. Puis on peut peut-être rappeler aussi qu'en fait, à la fac de décembre, il y avait eu déjà un nerf sur les Fire Slayers. La taille maximale là, des unités était passée de 30 à 20 pour notamment les Berserkers.
Ouais. Si ma mémoire est bonne. Donc, puis comme il n'y a pas eu beaucoup de gros événements ou de tournois depuis décembre, peut-être que Games Workshop aussi ont attendu de pouvoir mieux évaluer l'impact de ce nerf-là avant de les re-nerfer à nouveau. Ouais, puis c'est un nerf qui était obligatoire parce qu'en fait, si ma mémoire est bonne, ça coûtait moins cher avoir 30 Berserker que d'en avoir 25 dans une unité à cause du rabais de Horde. Donc, c'est un peu un no-brainer d'en avoir 30 à ce moment-là. Mais je pense que 20, en fait, c'est quasiment une bénédiction, en fait, parce que beaucoup de joueurs Fire Slayer, au début, hein, on va mettre 30 le maximum, bénéficier du rabais de Horde, mais alors que 20, c'est 40 points de vie avec... on peut monter jusqu'à 2+ sauvegarde, un 4+ ignore les blessures. Je veux dire, 40 wounds dans une unité de 20 qui peuvent faire des mortal wounds. Je veux dire, est-ce que 30 est vraiment nécessaire? Fait que oui, c'était un peu un genre, c'était vu comme étant un nerf, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit, OK, j'en ai peut-être pas 30, mais je vais avoir 2 unités de 20. Parce que c'est vraiment, oui, ça coûte un peu plus cher, mais avoir 2 unités de 20 pour du contrôle sur une table, des objectifs, c'est beaucoup plus, c'est vraiment meilleur en fait qu'une seule unité de 30 à mon avis. Alors, on passera à la faction suivante, les Idonettes, qui est une faction que j'ai commencé à collectionner, que j'ai joué 2 ou 3 fois déjà. Donc, celle-ci, c'est moi qui va commencer peut-être à commenter. Il y a eu quelques changements. Alors, les Namartitrals sont passés de 130 à 120, donc une petite baisse de 10 points pour les 10. La Killian King est passé de 240 à 230. Le Lotan, qui est considéré comme un des personnages nommés les plus mauvais d'AOS, est passé de 80 à 70. Volturnos est passé de 280 à 270 et le Namarti River sont passés de 130 à 120. Donc, premièrement, moi, ce qui m'a surpris, c'est la baisse de points en point de Volturnos parce que dans toutes les listes compétitives, c'est un auto-include. Quand on regarde son profil, c'est vrai que pour 280 points, c'est un héros avec 8 points de vie qui cogne pas si fort que ça, qui cogne bien, mais qui démolit pas l'adversaire. Sauf que quand on regarde son habileté de commandement, 3 unités qui gagnent plus une attaque, une habileté qui peut être stackée, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, on attend le tour 3, on stack l'habilité 4, 5 fois, dépendamment du nombre de points de commandement qu'on a, ça rend les unités monstrueuses. Oui, Alex? Mais et ça, encore une fois, je parle de changement croisé un peu, là. Un combo qui était très, très joué avec Volturnos, souvent à Killian Core pour avoir ou du moins avoir un autre artefact, peu importe, mais on pouvait avoir, entre autres, comme artefact, le Quartz Brooch pour recycler les command points sur du 5+. Ce qui rendait encore l'habilité de Volturnos encore plus monstrueuse. Là, tu n'as plus accès à ça. Fait que là, soudainement, Volturnos est un peu plus limité parce que l'accès au point de commandement pour un joueur Idonette, c'est pas évident. Et aussi, ça reste que c'est une seule command ability qui se fait dans une ronde de la partie. Donc, ça implique aussi que Volturnos doit demeurer en vie pendant 3 tours. Donc, c'est pour ça, je comprends. Puis oui, Volturnos, je pense que c'est un auto-include dans les Idonettes, mais il faut dire il y a quelques mécanismes qui sont venus, quelques mécaniques qui sont brisées avec les nouveaux changements aussi. Ouais, c'était une armée qui bénéficiait beaucoup de la Brooch, qui en avait vraiment, qui n'en avait pas nécessairement vraiment besoin, mais qui en bénéficiait énormément parce que ça te permettait de faire la bibliothèque plus souvent ou de garder des points de commandement pour les rounds suivants aux besoins. Ça les a affectés beaucoup. L'autre changement qu'on voit, c'est l'infanterie, les Thralls ou les Reavers qui ont baissé de 10 points. En fait, c'est qu'ils n'étaient pas joués. Et à mon avis, ils vont continuer de ne pas être joués. On va continuer de préférer les Murennes, on va continuer de préférer les requins si on aime le look. Le problème, c'est que si on veut des écrans à 130 points ou même à 120 points, les Thralls, pour 140 points, on a les Murennes de défense qui ont une sauvegarde qui ignore le Rennes, qui ont 12 points de vie au lieu de 10 pour les Thralls. Les Thralls, c'est assez fragile avec leur 5+ de sauvegarde, donc je pense que ça va continuer à être non joué, ces unités-là. On va continuer à préférer tout ce qui est sur des poissons, requins et compagnie. Ouais, je suis d'accord, Vincent, en fait. Puis, pour moi, c'est une mise à jour qui doit être décevante pour les joueurs Idonette, parce qu'en fait, je dirais que je pense que présentement, Idonette est dans une très bonne place au niveau du méta parce que avec le tir qui prend de plus en plus d'importance et leurs règles, en fait, leurs multiples règles qui font en sorte qu'ils peuvent annuler ou du moins sérieusement compromettre le tir ennemi. Je ne vois pas de place, malheureusement, dans cette armée-là pour les Thralls.
j'en vois juste pas. De façon compétitive, c'est des belles figurines, elles sont vraiment cool. C'est ce que j'ai acheté à mon petit garçon de 7 ans pour le faire commencer à jouer. C'est eux qui trippent, c'est super. Mais de l'autre côté, je vois pas les listes changer. C'est des changements de 10 points par-ci et là. C'est quand une liste perd ou prend 10, 20, 30 points, il n'y a pas de changement à la liste. Il peut y avoir un peu de réaménagement parce que je suis à 2000, mais il n'y a pas de changement. Fait qu'Idonet, est-ce que, comme tu l'as mentionné, en fait, oui, le rôle des trolls semble être pour faire des écrans, mais tant qu'à ça, j'aime mieux avoir des anguilles, justement, qui peuvent encaisser 3+ le premier tour, qui ignorent le range. Je veux dire, tu n'as pas meilleur écran que ça, puis en plus, tu peux donner un coup ou deux, c'est plus mobile. Malheureusement, je pense que, compétitivement parlant, du moins, les trolls, ça va être en 2021. C'était un peu ma déception quand j'ai vu les changements de coups en point. Puis même quand j'ai acheté le livre, j'adore l'armée, elle est vraiment, vraiment magnifique. Mais c'est un peu, il y a comme une liste à faire. Puis là, on se pose une question, on met la tortue, le Léviathan ou pas. Mais tu sais, somme toute, ça tourne pas mal autour d'un build puis d'une stratégie, laisser Volturnos en vie 3 tours. Fait que ça aurait été le fun, effectivement, que les changements permettent peut-être d'essayer d'explorer des listes différentes, et c'est pas le cas. Ensuite, on passe à ta faction, Alex. Oh! Au Caradron Overlord. Alors, la frégate qui passe de 250 à 220, vous avez vraiment été gâtés, les joueurs de Caradron. L'Ironclad qui passe de 510 à 480. L'Arconaute Amiral passe de 140 à 120. Le Dream Master avec le dirigeable passe de 220 à 190. Le Gunstock Hauler de 150 à 130. Et tu as 3 bataillons qui ont baissé de 20 points aussi. OK, vas-y. C'est un homme heureux aujourd'hui. Ben, le pire, c'est que pas tant. Je vais être très, très honnête, là. Puis on a eu l'occasion de jouer récemment ensemble, les gars. Puis, tu sais, vous avez pu, pour la première fois à peu près, ben, Yann, on avait déjà joué aussi ensemble contre, là, mais vous avez pu expérimenter, en fait, les Caradrons. Puis, est-ce qu'à vos yeux, c'était une faction qui avait nécessairement besoin d'aide? Non. Peut-être, non. C'est une très bonne faction. Puis j'ai joué aussi contre un autre joueur qui a une liste différente de la tienne un peu, qui joue à Ironclad. Ça a été un peu plus facile. Je dirais que ta liste est particulièrement difficile à affronter. Puis toi, comme joueur aussi, là, je pense que tu as largement fait tes preuves en Caradron. Mais même, même avant les changements de coups en point, quand j'ai affronté cet autre joueur-là, il m'a donné du fil à retordre. Beaucoup, là, en fait, je pense qu'il avait fait une belle victoire. Là, moi, j'ai été très surpris de voir ces changements-là. Oui, puis tu sais, on disait tantôt justement, quand on a 20-30 points de changement, ben, ça ne change pas la liste. Mais tu sais, je regarde ma liste, ma liste principale, ma liste compétitive, si on veut, là, j'ai gagné 120 points. Tu sais, 120 points de gain, c'est énorme, là. Puis je pense qu'il me restait un 10 points. Je peux inclure carrément un gun hauler gratuitement de plus dans ma liste. Un gun hauler, c'est 10 points de vie, c'est un modèle qui peut fly high, apporter des ballons, qui a du tir intéressant, qui a un potentiel de mortal wound au tir au corps à corps. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible de ne pas être satisfait. Je veux dire, j'ai fait un podcast avec des joueurs Caradon, le Ethercast qu'on appelle. C'est un podcast international. Puis les 4, on était là, puis on dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est le Noël des campeurs, on est au mois de juillet, puis c'est... Je pourrais mettre le lien pour le podcast là, en description de la vidéo. Oui, c'est des joueurs Caradon qui sont intéressés. Ça va apparaître à l'écran au moment. Par la magie du montage. Voilà, par la magie du montage. C'est en anglais, par contre. Là, mais... Oui, exact. Puis c'est en anglais. Puis tu sais, il y a plusieurs accents, en fait. Il y a moi qui baragouine l'anglais avec mon accent canadien-français. Il y a un Allemand, il y a un Britannique, puis il y a également un Allemand en Australie. En tout cas, bref, ça fait un beau melting pot. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de points, à mon sens, de baisse de points qui sont non seulement non nécessaires, mais c'est des 20, c'est des 30. On parle pas de 10 points, là. On parle de 20-30 points par morceau, là. Un joueur qui joue avec 3-4 bateaux là, a pratiquement 100 points gratuits en partant. L'amiral qui baisse de points, ça c'était nécessaire parce que l'amiral n'est pas très, très bon et pas très, très joué. Ses habiletés de commandement sont redondantes avec celles qui sont génériques pour tous. Un profil qui est acceptable, mais sans plus. Donc,
pour vrai, là, puis quand tu me disais, est-ce que je suis content? Oui, je suis content, c'est sûr. Mais, tu sais, je fais beaucoup moins de tournois que j'en faisais. Donc, mon but, c'est pas nécessairement d'avoir la liste la plus compétitive. Puis, justement, la liste que je jouais depuis le début du nouveau livre, c'est la même pratiquement. Là, je l'ai modifié avec, bon, des essais-erreurs, mais 95% de la liste n'a jamais changé. Je jouais avec le Vortex Barak Zilfin et ça, je vois présentement sur les forums, sur les groupes de discussion Caradron, puis c'est que du Zilfin avec le Vortex. C'est la même chose parce que non seulement les baisses de points, mais il y a un FAQ aussi qui est venu répondre à la question peut-être la plus épineuse au niveau des joueurs Caradron. C'est justement la règle note de bas de page de Zilfin, une fois par partie, de faire un mouvement gratuit. Moi, je pensais, et c'était mon interprétation dès le début, qu'on pouvait, avec cette règle-là, prendre un bateau, l'envoler dans le ciel et apporter avec lui des Endrinriggers ou des Skywarden, peu importe. Ça a été faqué pour le confirmer. Et là, soudainement, maintenant que c'est officiel, ben, tout le monde maintenant semble faire la migration vers Barak Zilfin. Et je trouve ça plate de jouer la liste que ah bon, c'est bien, tu joues Caradron, tu joues Zilfin, tu joues aussi le Vortex. Surtout que le Vortex a baissé de 20 points aussi, de façon absolument inespérée. Je veux dire, encore une fois, les changements croisés. Exactement. Donc, Alex, je t'écoute parler, tu dis que tout le monde migre vers Zilfin, donc on peut s'attendre à ce que les Caradrons deviennent une armée où il y a un peu une liste no-brainer. Puis surtout, ce que j'entends, c'est que ces changements-là vont changer leur place dans le méta, peut-être, ou confirmer leur place dans le haut du méta. Ben, tu sais, moi, je suis un joueur de Caradron de la première heure. Donc, j'ai vécu les hauts et les bas de cette faction-là. Je suis quelqu'un qui croyait toujours que c'était possible de faire quelque chose de bien, même quand les grands méchants loups, c'était Flesh Eater Corps, c'était Slaanesh. Moi, je pensais que Caradron, c'est l'armée parfaite pour contrer les grandes listes durant les fameuses Activation Wars qu'on parlait, là, qui activent en premier et ces choses-là. Puis je pense que Caradron elle a ses forces et ses faiblesses, comme n'importe quelle autre armée. Je pense que les gens qui disent tout de suite, puis je vais citer personne, mais comme Pierre-Luc Héroux me disait aussi, ben Caradron, ça va gagner tout, c'est pas tuable. Ben non, je suis pas d'accord. Caradron a toujours beaucoup de difficultés avec des armées qui peuvent occuper massivement la table, donc bloquer les zones d'atterrissage pour les bateaux. C'est des armées Caradron, c'est un qui a beaucoup de difficultés à déloger les unités des objectifs pour les prendre. La force de corps à corps n'est pas extrêmement présente. Donc, oui, on peut détruire des unités, mais détruire et les prendre en même temps, c'est pas toujours évident. C'est pas une armée qui va avoir beaucoup de modèles non plus. Je pense que Caradron va tirer son épingle du jeu. Je pense que la baisse de points va aider de façon incroyable. Je veux dire, c'est pratiquement 100 points par liste qu'on vient d'augmenter. C'est beaucoup. Mais et le tir étant prévalent maintenant, ça c'est un peu on va parler de Seraphon un peu plus tard, mais aussi Zinch, il y a aussi donc il y a des armées de tir qui sont très très présentes aussi, mais Cities of Sigmar entre autres, c'en est une aussi, mais je pense que comme n'importe quelle liste, oui, présentement, c'est facile de faire une liste qui va être très compétitive, mais comme n'importe quelle liste qui est compétitive, ça prend aussi le joueur qui la joue. Comme toutes les listes compétitives, assurément. Donc, en conclusion, un commentaire, oui, ça va être une liste, c'est le fun, elle va devenir compétitive, mais c'est une liste qui demande vraiment à apprendre à jouer contre elle. Quand je t'ai affronté, Alex, bon, ça a été très difficile pour moi, mais j'avais juste besoin de cet affrontement-là pour comprendre comment ça fonctionne, cette armée-là. Mais je pense qu'après une couple de fois où on finit par comprendre la mécanique, les joueurs vont finir par développer des stratégies pour affronter les Caradrons aussi. Ah ouais. Donc, je ne serais pas surpris avec ces baisses-là, on voit comme peut-être un pic où là, ils vont dominer un peu pendant un certain temps, mais je pense que le méta, les joueurs vont s'adapter aussi à cette armée-là, à comment elle joue, comment on doit l'affronter. Au niveau du Québec, là, des joueurs Caradron, avant le nouveau livre, puis même, je dirais même sur la scène de l'Est du Canada, avec le tournoi Carlos et Bloodbath, j'étais le seul joueur Caradron, plus un autre. Salut à Marc-André Fecteau aussi, un amiral de Montréal, qui lui joue Mornar depuis toujours, et c'est parfait comme ça, c'est super le fun. Très, très peu de Caradron. Il y a un avantage quand tu joues, comme on a joué contre, Vincent, tu le mentionnais, je connaissais pas la faction, comment qu'elle opérait, comment qu'elle fonctionnait.
Fait que c'est sûr que quand tu n'as pas cette connaissance-là, je peux te dire toutes les règles en détail, puis ça fait ça, ça fait ça, mais il faut que tu le vois comment ça synergise ensemble. Et comme tu l'as dit, ben maintenant qu'il y a beaucoup plus de caradrons, on parle, mettons, au niveau du Grand Clash, tournoi à Trois-Rivières qui s'en vient dans une semaine, je m'attends à ce que sur les 50 joueurs, il y en ait au moins 5-6, sinon plus, de joueurs caradrons. C'est du jamais vu. Là. Pendant longtemps, j'étais le seul. Mais là, avec le nouveau livre qui est intéressant, la baisse de points, il y a beaucoup de joueurs qui en avaient acheté pour le look, qui, soudainement, je vais regarder parce que ça a l'air à marcher. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui font cette migration-là vers les caradrons. Mais comme tu dis, je pense que plus on va en jouer, Yann, tu as joué au tournoi qu'on a fait il y a quelques jours, tu as joué contre moi, tu as joué contre un autre joueur caradron, donc tu commences à apprendre un peu plus comment ça fonctionne. Donc, je suis sûr que quand tu vas jouer contre un caradron, tu vas être beaucoup plus près que tu l'étais il y a une dizaine de jours. Et Vincent Pierre aussi, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Alors, je pense que ça fait le tour pour les caradrons. Ensuite, on va passer à une autre armée qui est assez forte dans le méta à l'heure actuelle, au Séraphon. Quelques petits changements ici pour les Séraphons. Alors, le Saurus Soulblood sur Carnosaur a baissé de 250 à 230. Le Skink Oracle sur Troglodyte est passé de 260 à 220. Le Stegadon avec le Skink Chief dessus est passé de 270 à 250. Et la Salamander Untake Pack s'est pris toute une hausse de 80 à 110. C'est 37 quelques % d'augmentation. C'est une hausse significative, mais l'unité était clairement sous-évaluée par Games Workshop dans le premier casting qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu en penses, Alex, de ces changements-là sur Séraphon? Les 3 premiers sont cosmétiques. C'est encore une fois, c'est des modèles qu'on ne voyait jamais et qu'on ne verra pas non plus. Comme tu l'as mentionné, je pense que les salamandres, c'est un must parce que oui, c'était une des unités problématiques. Est-ce qu'à 30 points de plus, on va en avoir moins? Peut-être, mais je pense que dans les points, les changements de points qui sont les plus significatifs sont ceux qui n'ont pas eu lieu. Je pense que Croac, entre autres, va être dans toutes les listes Séraphon. Pour une grosse grenouille morte, on va l'avoir assez souvent. Je veux dire, 320 points pour tout ce qu'il fait, les points de commandement, l'unbinding, la magie, la sauvegarde invulnérable. Donc, c'est une pièce qui va être centrale à n'importe quelle liste Séraphon. Mais encore une fois, je pense que la force des Séraphons, je pense que c'est un livre qui est intéressant quand même parce que c'est un livre, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je trouve que c'est un livre qui a une bonne balance interne. Tu veux jouer des gros monstres, tu peux le faire. Puis je pense que cet update-là va rien changer. Et comme tu mentionnais, oui, tu peux, si tu vas vraiment, là, si tu joues dans une approche très, très spécifique, une armée très, très skink, et tu joues avec cette mécanique-là, une armée de gros monstres avec cette mécanique-là, tu peux avoir plusieurs listes Séraphon qui sont très compétitives. Et cette mise à jour-là, qui, encore une fois, comme tu l'as dit plus tôt, en raison de la pandémie, on n'a presque pas eu de données concluantes, en fait, sur comment ils s'en tirent sur la scène de tournoi. Donc, c'est difficile d'évaluer. Donc, est-ce que le livre est bien fait ou non? Je les ai affrontés quelques reprises. Ça va être des match-ups qui sont difficiles pour beaucoup de joueurs. Mais, encore une fois, je pense que le livre, de façon interne, est bien balancé. J'aurais peut-être aimé ça voir Croac augmenter de quelques dizaines de points, mais somme toute, je pense que c'est bien d'avoir augmenté au niveau des salamandres. C'est bien d'avoir baissé quelques unités qui sont peut-être plus intéressantes à voir, mais peut-être moins performantes. Peut-être que ça va laisser quelques joueurs expérimenter un peu plus. Mais donc, je pense que si je suis un joueur Séraphon aujourd'hui, je suis très content. Ouais. Assurément une armée dans le premier tiers. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on passe ensuite à la faction qui a eu le plus de changements. Plein de petits changements, mais en même temps, c'est celle qui a le plus d'unités aussi. On parle des Stormcast ici. Alors, je ne lirai pas tous les changements. Grosso modo, la vaste majorité des unités, que ce soit les héros ou les unités, ont une baisse de coût en points d'à peu près 10 points. Quelques petits changements notables. Toutes les unités qui sont Battle Line ont eu des baisses de coût. Les Libérateurs sont enfin passés de 100 à 90, qui était beaucoup demandé sur les forums. Les Sectors sont passés de 130 à 120, mais ont perdu leur bonus de réduction de masse. D'ailleurs, un commentaire à faire là-dessus tout à l'heure. Les Vanguard Hunters de 110 à 100 et les Justificators à 160 étaient peut-être un petit peu trop chers, sont passés à 140. C'est quand même une baisse importante.
On a les personnages nommés, Astraea Soulblight qui est passé de 220, Soulbright, excusez-moi, de 220 à 200. Et Aventis et le Celestin Prime sont tous deux passés de 340 à 300. Et sinon, peut-être changement notable là, que j'aimerais mentionner, le Knight Incantator qui est passé de 140 à 120, donc un 20 points sur l'Incantator, qui lui est quand même un des héros qui est joué beaucoup dans les Stormcast. Alors, je pourrais commencer peut-être, Alex, tu as des commentaires. Moi aussi, c'est sûr, je vais en avoir parce que j'ai joué les Stormcast, mais peut-être quelques commentaires, Alex, sur les changements. Ben, je pense que quand on change assez massivement une faction, je pense que ça témoigne un peu là, qu'elle était peut-être pas très, très bien balancée. Je pense que ça fait, en fait, depuis la sortie de la nouvelle chambre Sacrosanct, on voyait vraiment un gouffre entre les points de ces nouvelles unités-là, plus celles des anciennes unités. Ça marchait pas, là. Il n'y avait aucune corrélation. Donc ça, c'est bien quand même de voir des unités de base qui sont à la baisse. C'est bien qu'il y ait un réajustement, voire peut-être des unités qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais je pense, entre autres, au niveau des mages, là, tout ce qui est mage Stormcast a baissé pratiquement. Puis quelque chose qui passe inaperçu, mais qui est quand même intéressant. Un modèle qu'on ne voyait jamais dans un contexte compétitif. Lord Exorcist passe de 120 à 90. Donc, à 90 points pour un mage, oui, ses règles sont pas très intéressantes, mais pour 90 points, pour une faction alliée qui veut aller chercher un petit mage pour un sort persistant, par exemple, ben, soudainement, c'est pas trop cher. Comme tu parlais du Knight Incanter, 120 points, c'est juste un modèle qui était dans beaucoup, beaucoup de listes alliées. Les fameuses baisses de points croisés, ben, toutes les armées Order ont accès au Stormcast, donc toutes les armées peuvent en bénéficier en fait de cette façon-là et avoir accès pour 120 points à un modèle vraiment de qualité, je dirais, comme l'Incanter qui peut automatiquement unbind un spell par partie et aussi qui a accès à des sorts persistants intéressants comme la comète, par exemple. Ben, ça peut être des choses intéressantes. Puis sinon, je pense que j'espère, en tout cas, moi, personnellement, je me suis départi de mes Stormcast tout récemment, mais je dirais qu'il y a quand même des unités qui étaient très, très empoussiérées dans les bibliothèques qui peut-être vont reprendre un peu plus d'usage parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant parce qu'il y a beaucoup de points disponibles soudainement si on joue les anciennes unités, puis ils sont pas si mauvaises que ça. Non, c'est ça. Il y a plein de belles unités qui là deviennent un petit peu plus alléchantes. J'ai quand même quelques petites doléances à faire. Là, premièrement, les secteurs qui perdent leur bonus de horde. Je ne sais pas quelle est la règle chez Games Workshop pour déterminer qu'une unité a le droit à un bonus de horde ou pas de bonus de horde. On l'a vu disparaître dans certains manuels, ils n'en ont pas eu. Certains Battletomes n'en ont pas du tout. Là, pourquoi les secteurs ne l'auraient pas alors que les libérateurs l'ont? Ça, c'est un petit peu dommage. On a baissé les rétributeurs de 200 à 190, mais je pense que si on les compare aux évocateurs, tu disais, bon, les évocateurs qui sont sortis étaient vraiment plus forts, mais à 210 points, les évocateurs demeurent plus forts que les rétributeurs. Je trouve qu'encore en termes de cohérence interne, les évocateurs cognent un petit peu plus fort en termes de ratio. Ils font un petit peu plus de dommages pour leurs points que les rétributeurs. Et en plus, les évocateurs sont des magiciens. Ils ont une protection contre les tirs. Bon, fait qu'il reste encore un petit peu d'ajustement à faire, mais je pense que c'est normal que ce soit difficile d'ajuster une faction qui est si grosse, qui a tant de modèles que ça. Et certaines unités qui sont redondantes, qui font un peu le même travail finalement d'une infanterie d'élite. Donc peut-être que ça peut être difficile de balancer. Ceci dit, les changements sont bienvenus. Là. Je veux dire, une liste standard, on gagne un 100 à 110 points sur la liste, voire 120 points. On a un nouveau personnage, un petit héros qui peut rentrer de plus, voire une petite unité qui peut rentrer de plus. Je suis assez content aussi de voir les changements sur le Celestin Prime, sur Aventis. Je pense qu'ils vont continuer à être un peu trop chers pour être dans le ultra compétitif. Mais là, dans du casual compétitif, ça rentre très, très bien dans les listes à 300 points. Je pense qu'on va pouvoir les voir plus souvent sur les tables de jeu là, pour le plaisir parce que ils sont peut-être mieux balancés qu'ils l'étaient. Moi, je pense que ce qui devrait, dans le cas des Stormcast, puisque ça m'envoie peut-être comme message, je pense que c'est un nouveau Battletome qui est nécessaire pour eux. Quand tu es rendu à faire des changements en points aussi massifs que ceux-là, je pense que le message que ça envoie, c'est OK, il faut qu'on brasse les cartes un peu. Parce qu'il y a des unités qui ils ont le même rôle. Tu parlais entre autres, Rétributeurs, Evocators. C'est pas dans la même ligue. Même si je vais payer facilement les points de plus pour avoir les Évos parce qu'ils sont meilleurs en tout point. Ouais. Donc, mais faudrait que les Évos soient un petit peu moins performants.
Les rétributeurs, peut-être un petit peu plus. Mais donc, il y a quelque chose à faire pour, je pense, un petit rewrite serait peut-être intéressant pour prendre en compte chaque unité, ce qu'elles sont, versus, on a rajouté une chambre, puis une chambre, puis une chambre. Les premiers, ce qui était vraiment cool avant, je me rappelle quand je commençais Job Sigmar, les rétributeurs, c'était l'unité que personne ne voulait affronter, puis là, soudainement, personne les joue parce que c'est juste plus bon. Donc, je pense qu'il y a une mise à jour qui serait nécessaire. Oui, je pense aussi. On a vu qu'il y a une liste là, sur les forums qui est apparue, là, la Vanguard Auxiliary Chamber. C'est dans le fond un méga bataillon qui inclut tous les bataillons de la Vanguard. Ça permet dans le fond une liste de tir qui est un one drop. On fait une seule pause. On a 3 bataillons dedans. Qu'est-ce que tu en penses, Alex, de cette liste-là? Est-ce que tu penses qu'elle va avoir un impact sur le méta ou c'est plus ça va être pour le plaisir qu'on va la jouer, mais ça. Ouais, c'est parce que t'as pas. Tu dépenses beaucoup de points en bataillon, puis pour le peu que ça va apporter, oui, un drop, c'est bien, puis avec l'Aquiller, c'est bien parce que tu peux justement téléporter. Tu as beaucoup de points de commandement pour l'habilité. J'ai joué cette liste très longtemps, en fait, pas la liste, un drop, là, mais la liste Vanguard, j'ai joué très longtemps. Puis, ça semble vraiment bénéficier uniquement une seule unité, et c'est les long strikes. Et même avec les changements de points, tu as un nombre très, très petit de long strikes que tu peux inclure. Donc, je trouve que tu paies très, très cher pour une habilité qui, dans le fond, n'est pas vraiment intéressante. D'avoir un tir de plus sur des Hurricane Raptors, sur des Vanguard Hunters, sur des Paladars, avec des Javelots, c'est cool pour les Paladars, mais encore une fois, tu as une quantité très, très limitée parce que tu as tellement de points en bataillon. Fait que, je pense que c'est pas, ça vaut pas le nombre de points. C'est le fun de pouvoir dire, hey, je joue un des gros bataillons qui inclut les autres. C'est possible de le faire à 2000 points, mais je pense que c'est trop dépensé pour le retour que tu vas avoir. Ouais, si je ne me trompe pas, j'ai vu la liste, puis il me semble qu'on joue le minimum d'unités de chaque bataillon pour pouvoir rentrer. Donc, on n'est pas hâte de jouer des gros blocs, par exemple, de Raptor avec les Long Strike pour pouvoir après ça leur donner un tir pendant la phase de héros là, avec les Anvil Guard, si je ne me trompe pas. Exact. Anvil of Hammer. Ouais. Fait que c'est ça, je pense aussi que ça va manquer un petit peu de punch, même si c'est intéressant de pouvoir jouer enfin des méga bataillons. Là, ils sont dans tous les livres et on les voit jamais parce que trop de contraintes pour les rentrer. Avant de terminer sur les Stormcast, quand on regarde les sites, certains sites américains, notamment ou du moins anglophones, compilent les résultats de différents tournois là, qui ont lieu à travers le monde. Puis on se rendait compte que les Stormcast étaient une des armées qui avait le plus faible ratio de victoires dans les événements. Est-ce que, donc, ils étaient plus vers le tiers 3 ou à tout le moins le bas du tiers 2? Est-ce que les changements de points, on peut espérer là, des meilleures performances des Stormcast ou ils vont rester plus dans le milieu ou vers le bas? Je peux peut-être commencer, à moins que Vincent, tu veuilles. Vas-y. Écoute, Stormcast, c'est un peu, je pense que c'est la définition d'une armée Jack of all trades, Master of none. Tu peux tout faire, mais t'excelles dans pas tout. Je pense que les listes les deux plus vues peut-être, là, c'est Gavbomb, Vincent, que tu connais assez bien. Donc, vraiment, on met beaucoup d'évocateurs ou des séquiteurs, puis avec Gabriel Sherhart, on peut avoir une charge quasi garantie quand on veut où on veut. Mais avec le développement de plus en plus, je dirais, de tactiques d'écran, avec des cordons, puis c'est choses, en fait, de plus en plus de joueurs compétitifs, quand on débute une liste, on inclut une unité ou des unités qui peuvent servir de cordon pour bloquer ces unités-là qui, malgré une charge à très, très longue portée, OK, parfait, tu vas charger tu vas investir beaucoup, beaucoup de points pour charger dans un cordon, mais ultimement, ça ne fait pas grand-chose. Et l'autre liste qu'on voit beaucoup, c'est les listes Shootcast avec les Vanguard, les Long Strike Raptors. Dans Anvil of the Eldon Hammer, justement, qui peuvent tirer une fois dans la phase de héros, une fois dans la phase de tir. Encore une fois, je trouve que les Raptors Long Strike, ça coûte très cher. C'est 170 pour 3. Donc, si on va avoir une unité qui a du bon sens, c'est au moins 9. Donc, on parle de 540 points, je ne me trompe pas, 510 points. Donc, 510 points pour 18 points de vie à 4+. Ça peut tomber extrêmement rapidement. Puis, encore une fois, c'est relativement facile de se prémunir comme ça. Donc, je pense pas que ça va changer tant que ça. Je pense que les Stormcast ont tout à gagner en étant une liste qui est plus défensive. Donc, avoir le plus de modèles possible pour contrôler les objectifs, encaisser les baffes
et pas mourir. Mais on veut avoir qu'est-ce qui est cool, on veut rentrer dans le monde avec 20 évocateurs, 20 pierres, puis on veut aussi avoir des long strikes, puis sniper du monde, c'est vraiment cool. Mais je pense que les meilleures listes Stormcast, si on peut avoir un bon nombre de modèles avec des relances de sauvegarde, des bonnes sauvegardes, puis encaisser, prendre des objectifs, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut se faire. Mais effectivement, c'est pas aussi simple que d'autres armées. Tu n'as pas une go-to list qui est vraiment à tout casser. Tu n'as pas une liste change-offs là-dedans, mettons. Non, puis tu parlais justement de cette liste-là très tanky. Bon, elle se fait encore avec le Star Drake puis le Lord Castellan qui va donner un plus 1 à la sauvegarde. Une des choses que je trouve déplorable, c'est qu'en ayant enlevé le bonus sur les secteurs, le bonus de Horde, ben c'était aussi une stratégie, un gros pack de secteurs de 20, tu leur donnais plus 1 à la sauvegarde et eux peuvent rerouler dans la phase de combat leur sauvegarde. C'était super intéressant aussi comme stratégie, on pouvait s'enligner vers ça, mais là finalement ça coûte plus cher que ça coûtait avant cette stratégie-là. Même si le Lord Arcanum a baissé un petit peu, vu qu'ils ont perdu leur bonus de Horde, il coûte plus cher en paquet de 20. Fait que c'est dommage. Mais en même temps, ton unité de 20 secteurs va être capable et d'encaisser et de donner des baffes aussi. Oui. Honnêtement, les secteurs, je pense que ça reste une unité qui peut être ligne avec un Lord Arcanum. Je pense que c'est un must. Puis je pense que le genre d'unité, justement, le genre d'armée avec beaucoup de points de vie, mais ça vient chercher le style de jeu que je préconise. C'est pas dépendre non plus d'une seule chose pour gagner. Si ta façon ne fonctionne pas, ben, tu es dans le trouble. Alors que si tu as plusieurs unités, tu occupes la table, tu prends les objectifs, ben, tu donnes des chances. Fait que je pense que une liste Stormcast avec beaucoup, beaucoup de modèles plus défensive peut également bien s'en tirer, mais ça, c'est mon opinion. Oui. Alors, je pense que ça fait le tour un petit peu pour les Stormcast. Il nous resterait une dernière faction, c'est les Sylvanettes, et ça, c'est toi, Yann, qui les joue. T'espérais avoir beaucoup de changements, mais finalement, très peu de changements sur les Sylvanettes. Tu as Drisha qui est passé de 320 à 300 et les Kernot Hunters qui passent de 200 à 190. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu as été déçu un peu de voir ça. J'ai été déçu parce que tantôt, je parlais des résultats agglomérés là, de tournois. Les Sylvanettes sont vraiment dans le tiers 3. Ils ont un des plus faibles taux de victoire en tournoi, là, avec en fait le taux de victoire de partie, non pas de victoire de tournoi. Les Sylvanettes ne gagnent pas de tournoi. Un des plus faibles taux de victoire, là, ils sont comparables aux Beast of Chaos ou d'autres unités du tiers-monde comme ça. Mais en même temps, je comprends que Games Workshop n'ait pas réduit significativement l'ensemble des points parce que quand on prend les unités de manière isolée, le nombre de points est cohérent avec leur performance. Le problème, en fait, des Sylvanettes, c'est que le Battle Tome n'est pas bon. C'est leur bonus d'allégeance qui ne sont absolument pas à la hauteur des bonus d'allégeance que d'autres armées vont avoir. Les Gloomspite Gits souffrent du même problème. Leurs bonus d'allégeance sont mauvais et aléatoires. Donc, changement, bon, Drisha qui passe de 320 à 300. Moi, Drisha, je l'aime beaucoup, j'essaie de la jouer, mais ça demeure, est-ce qu'à 300 points, passer de 320 à 300, c'est plutôt anecdotique comme changement. Puis juste, Yann, je te coupe 2 secondes, en fait. Oui. Là. Garde ça en tête, là. Pour 300 points, tu peux avoir Drisha. Pour 20 points de plus, tu peux avoir Croak dans les Séraphons. Ça n'a aucun sens. Donc, je vois ça comme ça aussi. Hein? Ça n'a aucun sens, c'est ça. C'est sûr que, non, c'est ça. Mais comme tu dis, Croak devrait valoir plus de points aussi. Mais non, c'est ça, c'est pas équilibré, il n'y a pas de balance de ce côté-là. On a une baisse de 10 points sur les Kernot Hunters, ça c'est vraiment très bienvenu. C'est le meilleur War Scroll du bataillon. C'est avec ça qu'on fait des dommages. C'est notre source finalement de combat fiable. Parce qu'on peut dire, Drisha cogne assez fort au corps à corps, Alarielle a des attaques à 5 de dégâts, Durtu a des attaques à 6, mais ils sont tous très aléatoires. Le Durtu, dès qu'il souffre 3 blessures, son attaque à 6 passe à D6. Donc c'est un nerf incroyable. Il y a seulement 3 attaques s'il n'est pas à proximité d'une forêt. Alarielle, elle a des attaques à 5, mais elle en a seulement 5 qui touchent sur du 4. Fait que souvent, on voit à peu près une perforation de 1 seulement. Donc, on a de la misère à faire des dommages, à cogner avec les Sylvanettes. Donc, on a besoin de Kernot qui sont ni lignes ni monstres.
ni héros, donc avec les changements au scénario là, où on a souvent des bonus si on contrôle un objectif avec une ligne, avec le spam ou avec un monstre, ça ne s'applique pas. Donc, le spam de Kurnoth est plus ou moins viable comme stratégie. Donc, est-ce que c'est bien comme changement? Je comprends pourquoi. Est-ce que c'est suffisant pour les rendre compétitifs? Absolument pas. Ça prend comme les Stormcast, je pense. J'aurais peut-être aimé ça voir le Arch Revenant qui, comme général, rendrait les Kurnoth ligne. Ah, ça aurait été super. Ouais. Puis c'est un petit changement mineur, mais qui pourrait redonner un peu à Sylvaneth un volet peut-être plus compétitif. Ouais, c'est intéressant, surtout qu'après ça, avec ta petite sorcière derrière, tu vas pouvoir amener des dryades pour avoir du nombre, mais dans ta liste de base, tu ne serais pas obligé de mettre beaucoup de petits paquets de dryades pour combler tes lignes. Fait que tu pourrais peut-être rentrer un pack de plus de Kurnoth. C'est vrai que ça serait un petit changement qui ferait une grosse différence probablement pour les Sylvaneth. Hélas. On aurait pu espérer que les dryades baissent à 90 points plutôt que 100 pour 10, mais bon, rendu là. Du menu détail, donc je ne pense pas que la place des Sylvaneth dans le méta va changer. Ça va demeurer une armée qui a des difficultés, qui est difficile à jouer. Et quand on la joue très bien, on a peu de chance quand même de porter. D'ailleurs, j'écoutais, il y a un joueur, à ma connaissance au monde, il s'appelle Laurie, j'ai oublié son nom de famille, qui a fait des bonnes performances dans certains gros tournois avec les Sylvaneth, avec les Wood. Mais j'ai écouté un podcast qu'il a fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, suite à la sortie du manuel général, puis il considérait que le manuel général allait rendre sa liste de tournois encore moins compétitive à cause justement de la difficulté à avoir des bonnes lignes pour tenir des objectifs, que nos monstres sont fragiles, donc il ne s'attend pas à aussi bien performer. Non, puis c'est une armée que si tu veux performer sur un événement de 3 à 5 à 6 parties, ta marge d'erreur est pratiquement nulle. Oui. Donc, ça prend des bons jets, ça prend aussi des parties sans erreur, puis ça n'arrive pas des parties sans erreur. Donc, c'est pas évident. Ah, tout à fait. Alors, on a fait le tour des factions, des changements. Peut-être on pourrait regarder qui sont les gagnants puis les perdants de ces changements de points-là. Peut-être vos impressions d'abord. Je peux commencer avec toi, Alex. Qui a gagné puis qui a perdu dans tout ça? Ben, je pense qu'en fait, les gagnants, c'est autant ceux versus les points qu'ils ont gagnés ou qu'ils n'ont pas pris versus ceux. Ben, en fait, c'est deux choses-là. Si je regarde Caradron, pour moi, c'est le grand gagnant, sans aucun doute, par les baisses de points. Un autre grand gagnant par l'absence d'augmentation de points, c'est Séraphon. Et Fireslayers. Fireslayers. Puis j'irais même jusqu'à dire Cities of Sigmar. Qui quand même vont pouvoir conserver l'entièreté de leur arsenal de façon assez réaliste. Là. Donc, je pense que ces 4 armées-là s'en sortent quand même très, très bien. Mais je mettrais les 2 grands gagnants, les Caradrons et les Séraphons. Fireslayers, une petite couche parce qu'ils n'ont pas eu de baisse, mais n'ont pas eu vraiment d'augmentation, à part pour le bataillon Lords of the Lodge. Et Cities, je pense qu'ils étaient déjà très, très bien dans le méta. Ben là, je pense que leur place va être cimentée aussi. Toi, Yann, tes impressions globales? Je partage l'avis d'Alex pour les gagnants. Les perdants, je dirais peut-être les Sylvaneth par défaut, pour les raisons que j'ai évoquées. Ils étaient tiers-monde et vont le rester. Voilà. Sinon, on a d'autres, on a le milieu, les Idonettes, les Daughters of Cain, ça reste où c'était. Moi, je me permettrais quand même de dire dans les gagnants, mais sur les tables peut-être plus casual, les Stormcast ont quand même gagné beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime ça, faire beaucoup de listes puis essayer plein d'armées. Je n'ai pas une liste que je joue plusieurs fois, j'ai plein d'armées, je joue plein de listes différentes. Puis, avec les changements de coups en point, ce que je voyais souvent, je faisais mes listes. Pour avoir une liste intéressante, il me manquait souvent la place pour rentrer un petit héros, pour une petite synergie, un petit Lord Castellan pour donner un +1 de sauvegarde, ou un Knight Incantator pour avoir un petit peu de puissance magique, ou au moins faire un Unbind. Fait que je pense que sur les tables casual, on a quand même gagné beaucoup pour les Stormcast parce que les listes vont être plus faciles d'aller rentrer l'unité qu'on voulait rentrer puis qui coûtait juste un petit peu trop cher. Fait que, en ce sens-là, moi, je suis quand même content des changements pour les Stormcast. Là. Je suis quand même satisfait, même si je pense, comme toi, Alex, que ça va prendre un nouveau livre éventuellement là, pour balancer ça et les replacer comme il faut là, dans le méta.
Ouais, je suis C'est sûr d'accord. qu'on Excuse-moi, Yann, vas-y. on fait l'analyse toujours pour se donner un point de repère. On fait des analyses en fonction des listes compétitives ou de la compétitivité des armées. Mais comme Vincent le souligne, il y a plein de changements qui ont été faits pour Order, mais pour l'ensemble des factions, qui visent à rééquilibrer la balance interne des armées, ce qui fait en sorte que différentes listes, différentes unités vont être attractives à jouer quand on joue de manière pour le plaisir, pour essayer des choses avec des amis, là, quand on ne vise pas à avoir la liste parfaite de tournois. Donc, en ce sens-là, tous les rééquilibrages de points fait en sorte que comme joueurs qui aimons essayer différentes choses, on est gagnant parce que ça nous ouvre des possibilités de diversification et de jouer pour le plaisir. Ouais, puis si je peux juste, Yann, me permettre aussi, puis Vincent, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi pour les Stormcast, tout à fait. Mais je pense que j'ajouterais dans mes perdants, tu parlais des Sylvanettes, je pense qu'un peu pour des raisons similaires, mais quand pas au niveau tiers-monde, mais je pense que Idonette, moi, je les vois comme des perdants. Parce que je pense qu'au niveau compétitivité, ils vont rester au même niveau, dans le sens que c'est une armée qui compterait beaucoup le shooting, qui est très, très bonne en partant. Là. Mais je pense qu'au niveau des types de listes qu'on va voir, il n'y aura pas de renouveau. Il y aura pas de. Ça va être les mêmes listes compétitives qu'on va voir, ça va être les mêmes choses qu'on va voir. Au lieu vraiment, j'ai l'impression qu'on n'utilise qu'une portion du livre parce qu'il y a tout ce qui est troll qu'on n'utilise pas et il y a plusieurs héros justement qui bénéficient aux trolls qu'on ne voit jamais, qui sont des très très belles figurines dont le nom m'échappe, celui avec la lanterne, avec le Soul River ou Soul Render, je pense, qui est une super. Non, Soul Scry, on le voit, ça c'est celui qui téléporte des unités. Mais le Soul Render, je pense. Okay. Ouais, Soul Render, je pense que c'est celui qui guérit, qui ramène des trolls à chaque tour, si je ne me trompe pas. Mais il y a des modèles qu'on ne voit jamais. Puis ça, je trouve ça dommage de facto mettre de côté une portion du livre, parce que déjà que c'est une faction qui est limitée en frais de choix d'unités, ben là, de mettre encore justement de côté ces unités-là, je trouve ça un petit peu dommage. Fait que je les mets comme perdants parce que il y a tellement d'autres factions, je pense, dans l'Alliance Horde qui ont pris du galon avec ce livre-là. Eux, ben, stagnent. Puis quand tu stagnes, ben, à mon sens, tu t'améliores pas. Si tu t'améliores pas, tu n'es pas un gagnant. Je l'ai dit. Wow. Bon, ça fait le tour pour les perdants, les gagnants. Est-ce qu'il y a des commentaires généraux là, en guise de conclusion, peut-être? On peut commencer encore une fois avec toi, Alex. Des commentaires généraux sur ce livre-là, du manuel général. Puis en fait, puis comment tu vois évoluer le méta là, dans l'ensemble? Ouais, ben, je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'on avait jasé un peu de certaines choses avant, Yann. Puis je veux pas non plus qu'on s'éternise sur cette vidéo-là, mais je pense que le méta en général, ça vient confirmer en fait que le tir va être très, très présent dans les top tables, si on veut, dans les événements. On va avoir, en tout cas en ce qui nous concerne, un premier gros test dans une semaine avec le Grand Clash, une 50aine de jours auxquels vous aurez la chance de participer. Moi, je vais organiser l'événement. Je pense que ça va être un bon test. Je pense que les listes qui vont tirer, qui ont la capacité de retirer des figurines à distance, d'après moi, ça va prendre de plus en plus d'importance. Sinon, mais je pense que la chose, en fait, que je me questionne, puis on avait parlé ensemble à quelques reprises, comment Games Workshop price les bataillons, comment ils mettent les points. J'essaie de voir une logique et je la trouve pas. Et ça, je trouve ça un peu intéressant. Je regardais entre autres parce que, pour les Stormcast, un des bataillons que des fois je jouais, c'est l'Angelos Conclave, qui a, je pense, baissé de 30 points dans le livre, mais qui est encore à 150 points. Mais je regarde maintenant, Yann, toi, tu joues Beastclaw avec ton Earlbad qui est 140 points, donc 10 points de moins. Un bataillon dont la règle bénéficie à tous les modèles et de façon incroyable. Des blessures mortelles gratuites sur l'ensemble de ton armée, c'est fantastique. Et ça permet de faire pratiquement ton armée en 2 pauses, à peu près. Tu rajoutes un Frostlord sur un Stonehearn et le tour est joué. Mais, donc, tu as un bataillon qui te permet de faire un nombre très, très petit de pauses, une habilité qui est fantastique, surtout pour l'armée avec laquelle tu joues. Alors que je regarde un bataillon qui coûte plus cher, qui est 3 unités de Vanguard Hunters qui sont pas très, très bons, une à 3 unités de Paladar qui sont corrects à mon sens,
mais l'habilité bénéficie uniquement des paladars, puis c'est juste pour amplifier un peu une habilité qui est très, très situationnelle. Et ça ne permet pas de faire vraiment moins de pauses. Et le bataillon coûte plus cher. J'essaie de comprendre cette logique-là. Puis quand je vois les baisses de points, je ne la trouve pas. Donc, c'est mon observation. Une bonne observation. J'ai fait une observation un peu dans ce sens-là dans notre review des changements des coins points pour la destruction, où j'ai comparé le bataillon Earlbad dont tu viens de parler au bataillon du Trog Herd des Trolls, où c'est deux bataillons extrêmement comparables. Celui des Trolls est un peu moins bon, en fait. Puis, il est 30 points de plus que le Earlbad des Ogres, ça n'a aucun sens. Ça donne l'impression, puis on a à plusieurs reprises eu cette impression-là, ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'éditeur en chef AOS chez Games Workshop qui regarde toutes les nouvelles règles, tous les nouveaux bataillons, puis qui a une vue d'ensemble pour dire, écoute, ça, c'est incohérent avec tel autre bataillon, tel autre livre, telle autre règle. Il y a comme une balance là, qui ne se fait pas avant la publication, on dirait. Puis, tu sais, je pourrais comprendre, supposons qu'on dit que, pour Games Workshop, avoir plus d'unités dans le bataillon signifie une moins grande liberté pour ton armée, mais pour la plupart des joueurs compétitifs, au contraire, ça signifie beaucoup moins de pauses. Donc, je pourrais comprendre, c'est un bataillon qui est plus restrictif ou plus contraignant, plutôt en frais d'unité, pourrait coûter peut-être à ce moment-là moins cher, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de règle directrice d'un bataillon ou d'un livre à l'autre. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est mon observation. Bonne observation. Yann, as-tu des commentaires généraux à faire? Non, je pense que je suis assez d'accord avec l'observation d'Alex. Puis voilà. Alors, ça conclurait, je pense, notre analyse des changements de coûts en points pour la Grande Alliance Order. Alors, il va nous rester, Yann, à faire une analyse de la Grande Alliance Chaos prochainement. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous remercie d'avoir été là, les gars, avec moi pour faire l'analyse de ces changements de coûts en points. Et je vous dis, bon wargaming.